Bonjour à tous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses. On va controverser ce matin et dur, très très dur. Je salue bien entendu mes prédécesseurs du libre journal des controverses, pardon, pas des controverses, de géopolitique profonde. Avec Nicolas Stoker et Lara Stam. Ils avaient avec eux des invités de renom et de prestige. François Martin, Monsieur Saint-Léon, Raphaël Besselu, Serge Federbusch. Je salue bien entendu la technique, la réalisation. Arnaud remplace Mimi Glam. Virginie, mais qu'est-ce qu'elle nous manque, Virginie? Où es-tu? Où es-tu, Virginie? Reviens. Elle sera là tout à l'heure à midi. Elle sera à midi. Elle va venir à midi et elle ne veut pas venir à 10h30. Bravo à elle, hein, bravo. Alors là, je ne sais pas comment je dois prendre ça. Hein. Donc, je salue Arnaud, notre Spielberg de la réalisation. Et bien entendu, je salue aussi Sylvie. Elle a la belle écriture. C'est la dernière semaine qu'elle est là. Elle va partir dans les USA. Voilà, elle va partir en Amérique. Elle nous quitte pour partir en Amérique, voir Trump à Washington. Mais alors vraiment, qu'est-ce qui se passe dans cette radio? Qu'est-ce qui se passe à Radio Courtoisie? C'est vraiment... je ne comprends plus rien, voilà. Je découvre toutes ces choses et ce qui me peine. Et bon, bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, le libre journal des controverses. On va parler de choses excessivement sérieuses. On va parler de pandémie. On apprend tellement de choses après 2-3 ans de pandémie. On apprend des choses qui vont vous défriser tous, chers amis auditeurs. Et c'est pour ça que je reçois le docteur Tiffaine Pinsol, docteur en biologie, que vous connaissez, qui était déjà venu une fois et qui nous a informé sur la réalité des injections comme étant des armes biologiques. Aujourd'hui, elle a encore d'autres choses à dire. Bonjour, docteur. Bonjour, Mike. Et nous avons une journaliste qui passe le bac puisqu'elle est venue avec ses fiches, Myriam Palomba. N'importe quoi. Bonjour chère Myriam. Bonjour Mike, bonjour aux éditeurs. Excusez-moi, je tousse, je suis malade. Je suis très malade, j'ai mangé trop de salade. Je suis marrant ce matin, non? Oui, c'est bien, c'est détendu. Voilà, bien. je suis détente. Parce que quand on aborde des sujets pas toujours très détendus, c'est bien d'être détendu. Voilà. Cher docteur, on a eu une information cette semaine. Quelle est-elle? En fait, on en a eu deux. On a tout d'abord eu un documentaire sur France 5 sur l'origine du virus SARS-CoV-2. Que beaucoup de gens ont choisi de ne pas regarder en se disant c'est un média mainstream. Alors on dit pas mainstream, on dit, il ne faut pas utiliser d'anglicisme. Hein. C'est un média, on va dire, officiel. Voilà. Donc on ne va pas regarder parce qu'ils vont nous enfumer, etc., etc. En fait, ce documentaire, franchement, avait d'abord le mérite d'exister et n'était pas si mal fait que cela, puisque... en fait, je parle du documentaire, je ne parle pas du débat qui a eu lieu après, qui a beaucoup moins d'intérêt, puisqu'en fait, on retrouvait à peu près tous les protagonistes liés à l'origine du virus SARS-CoV-2, que ça soit ceux en faveur d'une origine proximale, c'est-à-dire naturelle, une zoonose, ou ceux en faveur d'une origine de laboratoire. Donc, pour la zoonose, il y avait la fameuse Angela Rasmussen, qui est une virologue très connue, qui travaille dans le même camp, on va dire, que d'autres comme Peter Hotez ou Jérémy Farrar, qui ont publié des articles, en particulier dans Nature, en faveur de l'origine proximale, donc naturelle. Et de l'autre côté, nous avions des gens dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur X, et même avec lesquels parfois j'ai fait des spaces internationaux, voire même une interview, tels que Charles Rixey. Charles Rixey, c'est un ancien militaire, un ancien marine, qui était instructeur en biowarfare, c'est-à-dire en armes biologiques, mais aussi le professeur Richard E. Bright,
qui est professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l'université de Rutgers, et qui est un des cofondateurs d'une ONG qui s'appelle Biosafety Now, et qui milite pour l'arrêt total des expériences de gain de fonction. De son côté, Charles Rixey, lui, appartient à un groupe qui est aussi une ONG, qui s'appelle le groupe Drastic, et qui, depuis 2021, a énormément travaillé. Donc, ce sont des gens de plusieurs pays, plusieurs continents, scientifiques ou pas, hein, et qui, en fait, ont travaillé sur, on va en parler, un projet qui s'appelle Diffuse, projet qui, en fait, a été proposé par Peter Daszak, président de l'ONG EcoHealth Alliance, à la DARPA. Donc la DARPA, c'est un des départements de la défense, hein, concernant tout ce qui est un peu arme biologique, on va dire. DARPA qui a refusé de le financer. Or, ce projet Diffuse n'est ni plus ni moins qu'un manuel de recettes pour créer un virus tel que le SARS-CoV-2. Ça, c'est pour France 5 le dimanche 30. C'est la première info. Voilà, c'est la première info. La deuxième info, c'est que tout d'un coup, d'un seul, l'Académie de médecine, on a cru que c'était un poisson d'avril parce que c'était le 1er avril, donc se réunit et pond un communiqué dans lequel ils affirment qu'il y a quand même plus d'éléments en faveur d'une origine de laboratoire pour le virus SARS-CoV-2, et ils parlent d'erreur de laboratoire. Et ils appellent donc à une meilleure coopération entre les différents laboratoires qui participent à ce genre de recherche et à un meilleur niveau de biosécurité de ces laboratoires. Or ça a été quand même repris par BFM, Sciences et Avenir, Le Monde, Le Figaro. Qu'est-ce que ça veut dire, erreur de laboratoire? Ça ne veut rien dire du tout. Ça voudrait dire éventuellement que ça se serait échappé de façon accidentelle. Voilà. Ça veut rien dire parce que ça peut autant dire fuite accidentelle, ce qui, peu de gens le savent, arrive très régulièrement, justement parce que très souvent ces pathogènes sont manipulés dans des laboratoires de niveau de biosécurité insuffisant, très souvent des P2, des BSL2 et pas des P4. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé à Wuhan. Comme ça peut dire fuite volontaire, on n'en sait rien. Mais cette information, chère Myriam, c'est une bombe. Si vous ne m'aviez pas appelé justement pour faire cette émission d'aujourd'hui, moi-même, qui pourtant suis dans la formation, je n'aurais pas été au courant. Désolé Mike, mais en fait, cette information qui est sortie là, moi, pour le coup, je suis assez surprise qu'elle sorte que maintenant, parce que moi, j'en ai déjà parlé, et Tiffaine aussi, à longueur de tweet, et j'en ai même parlé sur une grande émission, sur une émission de grande écoute. Et à l'époque, j'ai été taxée de complotiste. C'était à l'époque où il n'était même pas possible de s'interroger sur l'origine. Moi, j'aimerais quand même D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. À ton crédit, tu as été la première journaliste d'émission à grande écoute à justement, et force à toi, hein, à remettre en cause le narratif officiel. Et il faut se dire une chose, moi je le pense, hein, moi c'est mon avis à moi, je pense que tu as dû perdre ton emploi dans ces émissions de grande écoute parce que justement tu as révélé la supercherie de la crise sanitaire. J'ai juste fait mon métier. Effectivement, j'ai beaucoup perdu à cause de ça, mais je ne voyais pas comment faire autrement. Il faut quand même savoir que dès le départ, si les journalistes avaient fait leur travail, ne s'étaient pas autant censurés comme le disent certains, le pangolin, quand on recherchait un petit peu dès le départ, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de vente de pangolins sur le marché de Wuhan à cette époque. Et puis, quand on regarde ce que ont fait les Américains, on s'aperçoit que, vous savez, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle la Legal Information Act. C'est une loi qui permet aux médias d'avoir accès aux messages de l'administration américaine. Et à l'époque, c'était sorti quelques mois après le premier confinement.
nous avions découvert un mail de monsieur Mark Zuckerberg, qui d'ailleurs a avoué qu'il avait autocensuré sur Facebook pendant la pandémie. Un mail de Mark Zuckerberg à monsieur Fauci, qui date du 20 février 2020 de mémoire, qui lui demandait comment il pouvait aider monsieur Fauci, ce fameux monsieur, le monsieur santé, entre guillemets, américain, comment il pouvait aider monsieur Fauci concernant ce problème de virus. Et là-dessus, monsieur Fauci lui répond, pour l'instant, ça va, nous sommes en phase 1 pour la création de l'injection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le 20 février, la pandémie mondiale n'a pas été encore déclarée. La pandémie mondiale a été déclarée le 11 mars 2020. Donc, avant même que la pandémie mondiale soit déclarée, ils travaillaient déjà sur les injections. Donc, moi, quand j'ai vu ça, forcément, je me suis posé énormément de questions. Et puis ensuite, on va rentrer plus dans le détail parce que Tiffaine a parlé de tout un tas de choses, notamment du projet Diffuse. Alors, il faut savoir aussi que ce projet Diffuse, il a été financé via une association qui s'appelle EcoIlf. Pardon. Excusez-moi pour mon anglais, je suis un peu fatiguée. Et en fait, à travers cette association, monsieur Fauci a blanchi de l'argent justement pour la création de gains de fonction. C'est combien il a blanchi? Énormément d'argent. D'ailleurs, Elon Musk... Ça se compte en milliards? Ça se compte en milliards. Elon Musk a d'ailleurs fait un tweet pour le dénoncer et dire qu'effectivement, il a blanchi de l'argent. En tout cas, il a permis le financement de ces gains de fonction à Wuhan grâce à cette ONG. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.